C'est bon, Michel? On peut continuer. Bonjour, j'espère que ça vous a permis de prendre un petit moment pour vous détendre en n'entendant pas mon débit de parole hyper rapide. Donc, je vous permets que ça va être un petit peu plus dégagé ce matin parce que, bien sûr, on a moins de temps dans cette partie de la matinée. Et puis, voilà. Donc, je tente de trouver le moyen de partager les diapos pour que vous les voyez. Donc, je pense que je dois partager mon écran complet. Puis, je suis désolée, j'ai vraiment mis mon téléphone en mode avion. J'ai quitté Messages. Heureusement, les gens ne m'envoient pas des messages qui sont hautement confidentiels, là. Mais je suis désolée que tantôt, j'ai dû taire un message qui était apparu. Voilà. Est-ce que je fais ouvrir le bac de partage? Si je faisais écran numéro 1, alors, ici, vous voyez ma diapo. Puis là, maintenant, vous l'avez en plein écran, c'est ça? Thumbs up si ça va bien. Puis moi, je pense que je vois seulement Carla. OK, parfait. Voilà. Donc, j'ai emprunté un titre d'un article que j'ai lu qui s'appelait Level Books, Not Children, parce que ça couvre vraiment bien le débat qu'on a à l'heure actuelle là, sur quel type de livre, puis pourquoi, puis tout le monde veut faire des feux de camp avec leur matériel. Puis moi, je suis ici pour dire, avant d'aller à l'université, pendant que j'étais à l'université, j'ai travaillé à une bibliothèque. Donc, pour moi, là, si vous voyez autour de moi, là, je suis entourée de livres, même si je me considère quelqu'un qui ne lit pas forcément pour le plaisir de lire, parce que je lis tellement pour les passions que j'ai, ça m'oblige de lire, mais c'est rare que je m'assoie avec un roman. Puis l'image qu'on a d'un bon lecteur, c'est souvent que, tu sais, il va s'asseoir le samedi après-midi, puis il va lire là, la biographie de je ne sais pas qui, ou bien le Harry Potter. Puis on pense comme enseignant que si nos élèves au secondaire ne sont pas arrivés là, bien on a manqué en quelque sorte de leur faire apprécier l'acte de lire. Alors qu'il faut distinguer aimer lire et aimer savoir lire. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas lire, mais si j'ai du temps à passer à faire quelque chose qui me détend, c'est rarement ce que je choisis parce que je lis tellement pour le travail. Mais ma vie ne serait pas ce qu'elle est si je ne savais pas lire. Puis c'est ça qu'on veut enseigner aux élèves. Puis s'il y en a là-dedans chez qui on peut faire développer l'amour de la lecture, tant mieux. Mais qu'on ne mesure pas notre succès comme enseignant sur le nombre d'élèves qui nous envoient des photos avec leurs parents et sont en train de lire sur le sofa. Moi, j'ai eu une maman qui était une lectrice, mais comme experte, il y avait toujours un livre, elle pouvait lire un livre dans une fin de semaine. Puis moi, je ne comprenais pas comment elle faisait ça. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu ce modèle-là que nécessairement, ça s'est traduit comme ça pour moi. Moi, je voulais tricoter, je voulais crocheter. Ma mère ne faisait pas ça. Donc, les deux, on lisait différemment, puis différentes choses, mais ça nous a servi de savoir lire. Donc, il faut vraiment départager un petit peu l'acte de savoir lire du résultat qui est d'aimer lire, qui, malgré nos meilleurs efforts, ce n'est pas toujours là qu'on va en aboutir, mais c'est souvent ce qu'on cherche à faire en jardin. Cela étant dit, je veux que les élèves développent une affection avec se faire lire une histoire. Ça fait partie de leur enfance de le faire. Puis j'ai lu avec mes enfants, puis ils ont eu tous les ingrédients pour le faire. Puis je vous dirais que les trois, ce n'est pas ce qu'ils choisiraient de faire, mais ils lisent dans d'autres contextes. Donc, petite parenthèse. Donc, ce matin, on va parler de la fluidité ou l'affluence. Moi, c'est synonyme, mais je vais vous dire pourquoi je préfère fluence à fluidité, simplement parce que je suis orthophoniste. On va parler des différents types de livres, un tout petit peu de l'évaluation du rendement, parce que ça, c'est une formation qui devrait s'étendre sur toute la journée, là. Donc, on commence par ça. Puis, je vous partage un petit peu des outils qui me guident dans ma sélection de matériel, puis quand je cherche à quantifier la réussite de l'élève. Donc, je pose 2 questions. Est-ce que l'intérêt pour le livre est important dans l'équation de la compréhension en lecture ou de vouloir lire? OK? Du succès ou de la réussite de l'élève. Bon, on n'est pas ensemble, donc je ne peux pas entendre vos réponses. Si vous avez prêté attention ce matin, quand je parlais du fait que c'est le fait de savoir lire qui est davantage lié au succès de l'élève, puis qui va le motiver à persévérer, que l'intérêt vient pas mal plus tard. OK? Puis je vous demande aussi, un livre simple pour vous,
Est-ce que vous trouvez que c'est trop ennuyant pour l'élève? Donc, réfléchissez ça. Je ne donnerai pas la réponse pour tout de suite. Réfléchissez à comment on a tendance des fois à juger certains livres qu'on va vouloir présenter à l'élève de manière indue. Donc, on va dire, je ne donne pas ça, c'est trop ennuyant. Ah, ça, c'est trop bébé. Ah, ça, c'est trop avancé. OK? Donc, gardez ça en tête, puis on va y revenir avant la fin de la matinée. Donc, ce qu'on voit dans toutes les recherches, puis ça ici, ça vient même c'est un outil que j'apprécie, que j'aime bien, de l'UQAM, qui parle de comment travailler la fluidité en lecture chez nos jeunes. On rapporte toujours des normes de Hasbrook et Tyndall, que j'apprécie également, mais ce sont des enfants anglophones en milieu unilingue qui ont lu des mots en anglais. Bon, si vous avez prêté attention à la typologie des langues, on sait qu'il y a des distinctions, mais le même mot, si je présentais des mots individuels, le même mot en anglais, si je pense à converse puis converse, je pourrais le lire de deux différentes façons, puis le temps de lecture, si je lis 100 mots, va être affecté parce qu'il y en a un qui est prend un peu plus de temps que l'autre. En français, la même chose, je peux avoir des mots qui, dépendant du contexte, je les prononcerai différemment. OK? Donc, il faut savoir, quand on regarde des normes, si ça s'applique à notre population parce que ça a testé notre population sur des mots dans la langue d'étude. L'autre chose qu'on doit faire, c'est est-ce que c'était des mots individuels ou des mots en contexte? Parce que si je mesure la fluidité sur des mots en contexte, les résultats ne seraient pas les mêmes que des mots que peut-être l'élève sait déjà lire, genre à vue. Okay? Donc, quand on donne des listes de mots à l'élève pour mesurer sa vitesse, il ne devrait pas y avoir de mots nouveaux. Il devrait être capable. On veut voir à quel point, quand il voit des mots fréquents, à quel point il est capable de les automatiser. Mais si je vous mettais le mot préside avec un ENT, il y en a qui vont dire président. Si je n'ai pas le il au pluriel, je ne sais pas que c'est préside. Mais deux élèves avec une différente image dans leur tête pourraient me donner deux différentes productions. Donc, pour ça, c'est important pour moi, si on veut parler de la vitesse, puis j'y arrive à la prochaine diapo, il faut faire lire les élèves en contexte. OK? L'affluence, moi, je dis fluence parce que quand je dis fluidité, les gens savent que je parle d'élèves qui ont des difficultés de fluidité comme qui bégayent. On peut mesurer la fluence en lecture chez un élève qui a des difficultés de fluidité. OK? Comment on va rendre compte de ce qu'on a mesuré si on n'a pas deux termes pour l'utiliser? Ça, c'est seulement pertinent en orthophonie. Que vous utilisiez fluence, fluidité, vous allez trouver des articles qui disent l'un ou l'autre. Dans votre milieu, vous allez vous comprendre. Mais la journée où vous allez vouloir évaluer un élève, vous allez dire, ben, tu sais, c'est pas de sa faute. Il ne peut pas contrôler ça. Il bégaye, ça va affecter son temps de lecture, bien sûr. Il faut ajuster en conséquence, puis il ne faut pas qu'on s'attende à ce que lui, il obtienne les mêmes scores que les autres. Puis je vous en parle dans un moment. Donc, ça va être important de départager un petit peu la terminologie. Donc, l'affluence peut être définie comme une lecture raisonnablement précise, à un rythme approprié, avec une expression appropriée, qui aboutit chez le lecteur à une compréhension précise et profonde. Puis Hasbrook et Glaser ont dit « et à la motivation à lire ». Il faut que j'ouvre une parenthèse pour dire « on va seulement les motiver à lire ». Oui, l'affluence va aider, mais si on leur a présenté des textes qu'ils sont capables de lire en premier. On ne les motivera pas en leur donnant des livres pour voir ce qu'ils sont capables de faire avec les mots dans ce livre-là, juste pour le fun. OK? Donc, Mortimer Adler a dit, et j'ai traduit librement, c'est à peu près les deux seuls moments où je vais lire, là, que la vitesse de lecture, c'est une mesure de vanité. Personne ne se soucie de savoir à quelle vitesse vous lisez ou combien de livres vous avez lus l'année dernière. Dans le monde réel, ce qui compte, c'est ce que vous absorbez et comprenez en lisant. Vous avez dans vos salles de classe des élèves qui ont une vitesse de traitement de l'information différente des autres. Ça va aussi se traduire dans une différence au niveau de la vitesse de lecture. Donc, c'est important que je vous dise qu'on ne cherche pas un score. Okay? Si on a fait passer le même livre à tous les élèves, puis on veut dire, bon, ben, ça prend à peu près en moyenne combien de minutes lire ce livre-là, vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez. Puis peut-être qu'on cherche l'élève qui lit très lentement parce qu'on veut analyser, on veut savoir pourquoi il lit lentement. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la difficulté à décoder? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas les mots à l'oral dans le texte que je lui ai donné? Puis l'élève qui lit trop vite, tellement vite qu'il saute des mots puis des syllabes, est-ce que c'est mieux?
n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu comme prendre la température de notre corps. C'est pas parce que c'est 104, parce que c'est le chiffre plus haut que c'est meilleur. Si c'est 104, tu es malade en bébite, là. Donc, il y a des contextes dans notre vie dans lesquels on cherche vraiment à être pile dans le milieu. Puis si tu peux aller voir les extrémités pour renseigner ton approche sur ce que tu vas faire avec eux, mais ton oreille va le dire, tu n'as pas vraiment besoin des chiffres pour ça. OK? Mais on a comme la maladie de « Ah, le ministère veut des chiffres, on veut des chiffres, on veut des chiffres. » Bien, il y a une présentation en anglais qui disait « Weighing the pig doesn't make it fatter. » Donc, vous pouvez vous amuser à mesurer la vitesse, l'affluence, le taux de mots réussis. Vous allez avoir des chiffres, vous allez avoir des données. Mais si vous ne savez pas comment interpréter les données, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas en sorte que vous avez des meilleurs lecteurs. Je peux vous donner 2 scores identiques au niveau du taux de mots lus correctement. Si c'est sur des livres différents, je ne peux pas les comparer. Si c'est sur des livres pareils, puis que l'analyse des mots me dit qu'il y a quelqu'un qui a seulement omis quelques mots parce qu'il est allé trop vite versus l'autre, il a trébuché sur des mots très communs, très connus, mon intervention va être différente. Puis le chiffre ne me dit rien. OK? Donc, je vais vous proposer une façon, dans le cadre d'un autre atelier, si ça vous intéresse, on pourrait s'organiser pour évaluer autant vos matériaux que trouver des indicateurs qui sont déjà prouvés dans la science, comme des mesures fiables de la réussite en lecture. Puis vous allez voir que l'affluence de l'élève, elle varie. It's a moving target. Si l'élève est devant un livre qui contient seulement ce qui a été enseigné, il va risquer d'avoir une belle fluidité ou une belle fluence. Mais là, si on change de niveau de complexité, puis je lui donne des textes un peu plus complexes, l'affluence ou la fluidité va descendre. C'est attendu. Il ne faut pas qu'on dise qu'il a régressé. Donc, un taux plus bas devant un texte plus complexe, avec des correspondances graphophonémiques nouvelles, ça ne veut pas dire une régression. Au contraire, ça veut dire qu'il est en train de tenter de faire de son mieux avec le matériel qu'on lui a présenté. Donc, ça règle la question de la vitesse pour le moment. Un autre élément influence, on va parler du pourcentage de mots lus sans erreur. Donc, généralement, puis ça, c'est les grands chercheurs, Louise Emote du monde, puis Deb Glaser. Donc, on va dire que généralement, si on compte le nombre de mots lus correctement dans le livre, si l'élève a lu 90% des mots correctement, mais qui a fait à peu près 10% d'erreurs, on juge ça comme un texte difficile. Bon, je n'ai pas le temps ce matin de vous expliquer ça, mais on l'a testé, ça. Puis je vais vous dire qu'en première année, leur taux de mots lus, leur taux d'erreur sur les mots, c'est à peu près 12%. Donc, ils ont lu 88% des textes correctement, puis il n'y a personne qui était frustré. Ils sont en apprentissage. C'est attendu qu'il y ait des mots qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas rapidement. Mais c'est quand même des bonnes balises pour dire, OK, où est-ce qu'il se situe mon élève? Puis je dois voir, est-ce que c'est l'élève qui présente la difficulté ou est-ce que c'est le texte qui n'était pas adapté aux compétences de l'élève à ce moment précis-là? OK? On va dire que si le taux de réussite est entre 90 à 94 %, donc il a fait entre 6 à 9,9 % d'erreurs, que ça présente un défi en lecture, mais le lecteur y parvient, il est en apprentissage. Alors que lorsqu'on a 95 % des mots lus correctement, on considère le texte assez facile pour l'élève, il est un lecteur indépendant. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Si je considère seulement les erreurs sur le mot une fois, donc si tu as fait une erreur sur un mot qui est revenu 10 fois, je ne compte pas 10 fautes, vous allez obtenir un taux différent de si vous avez compté les 10 fois. Si vous avez un taux de variabilité dans le vocabulaire du livre plus élevé, donc la richesse du livre, donc tu comptes sur 200 mots, il y a, sur un livre de 200 mots, il y a, tous les mots sont là 4 fois. Et ça veut dire que tu as un indice de 0,25 par rapport à la complexité du livre. OK? Tout ça, là, c'est pas attendu que ça fasse des sons de cloche tout de suite pour vous, mais c'est des éléments à considérer quand on évalue les élèves. C'est pas important d'aller chercher tous les livres dans votre salle de classe puis commencer à faire tout ce que je vais vous partager ce matin. C'est important d'avoir quelques livres qu'on va peut-être mettre de côté à différents niveaux, à différents moments, sur lesquels on a des données, puis j'en ai que je vais pouvoir éventuellement vous partager. Puis c'est à partir de ça qu'on va obtenir nos mesures de la réussite de l'élève. Mais le reste du temps, l'élève, il s'exerce. Donc, ce n'est pas attendu qu'on obtienne des chiffres
chaque fois que l'élève va lire. Donc, cette instabilité-là dans l'affluence dont j'ai parlé, c'est attendu parce que plus les exigences augmentent, plus les compétences se développent, mais on a besoin du temps pour s'ajuster. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'était chez des élèves de la première à la quatrième, en deuxième année, c'était le groupe d'élèves où le taux de fluidité, il était le moins généreux, si on veut. Mais si on imagine dans la classe de l'élève de deuxième année, qui a comme fait le tour du code, là, il y a comme maintenant des correspondances graphophonimiques qui sont complexes, il ne sait pas trop quoi faire avec ça, il est en train d'apprendre. En plus, il y a des connaissances à l'oral. En plus, on commence à parler de grammaire. On augmente les attentes en mathématiques. Ils ont des cours qu'ils n'avaient peut-être pas en première année en maths jardin. Leur cerveau là, est en pleine éclosion. Là. Donc, on ne peut pas faire toutes les choses au même moment. Si on a été maman, là, on sait que quand l'enfant est en train de parfaire ses habiletés motrices globales, puis qu'il est en train de apprendre à marcher puis devenir un marcheur solide, souvent, c'est dans ces périodes-là où on n'avait pas vraiment beaucoup de mots qui s'étaient ajoutés. Parce qu'il est en train de concentrer ses énergies sur des éléments qui ont besoin de son attention. Donc, il ne peut pas tout faire en même temps. C'est pareil pour les élèves dans notre salle de classe. OK? Donc, je vous partage une autre petite vidéo qui porte sur l'affluence ou la fluidité de Alex-André Mador, qui est psychologue scolaire, qui a une belle petite chaîne YouTube. Donc, vous m'avez demandé de parler des différents types de livres dans le contexte de comment on utilise facile à lire puis une syllabe à la fois. Bon, en 45 minutes, on ne pourra pas tout dire. Donc, j'ai choisi de vous expliquer tous les différents types de livres, puis définitivement, on pourra avoir une autre conversation qui vous placerait, donc, dans laquelle on pourrait s'exercer à faire les analyses que je vais vous proposer sur ces livres-là pour que vous puissiez bonifier votre enseignement puis savoir que vous mesurez la réussite de l'élève en fonction de ce qui a été enseigné. Les livres jeunesse, ça commence à la naissance. C'est pour ça que la flèche commence avant là, la corde de Scarborough. Oui, de Scarborough. Puis ce sont des textes qui sont authentiques, qu'on lit aux enfants, qui contiennent un langage riche et nuancé. On peut changer des mots parce que des fois, il va y avoir des mots que les enfants ne comprendront pas. Ça fait que moi, j'ajustais toujours le tir, puis j'utilisais des mots que mes enfants pouvaient comprendre. Ces livres-là servent à développer le vocabulaire, la compréhension, faire des inférences, des hypothèses. On peut discuter du livre. On n'est même pas obligé de lire tous les mots sur la page. On peut regarder les images puis tenter de faire des prédictions ou disons, réinventer la fin, imaginer comment le personnage se sentait. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des livres jeunesse. Puis, je vais vous parler d'une ressource qui peut peut-être vous aider à évoquer ça parce qu'on fait ça aussi en maths jardin puis même en première, deuxième. On va lire des livres jeunesse pour enseigner la morale d'une histoire, pour enseigner des mots de vocabulaire différents. Mais quand on est en train d'enseigner le code en maths, jardin, première, c'est important aussi de donner à l'élève des livres qu'il peut lire de lui-même. OK? Ces livres-là, ce sont des livres décodables ou déchiffrables. Ça aussi, ce sont des mots qui sont interchangeables. Giasson va dire déchiffrable, ça veut dire une chose, décodable, ça veut dire une autre. C'est important que quand vous lisez Giasson, que vous sachiez que c'est la distinction qu'elle fait, mais dans les articles scientifiques, décodable, c'est deciphering, qui est aussi déchiffrable. Puis si je n'avais jamais fait de recherche pour des livres déchiffrables, au lieu de décodable, parce que ça faisait longtemps que je faisais des recherches, je ne serais pas tombée sur la recherche sur les 130 classes de première année qui m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux sur des données qu'on a maintenant en français, qu'on n'a même pas en anglais, mais qui seraient transposables. Donc, c'est pour ça que j'évoque les deux. Donc, ces textes-là, ce sont des textes dans lesquels on a un vocabulaire simple et connu à l'oral, qui sont lus par les élèves en fonction du code ou des correspondances qu'on leur a enseignées. OK? Je vous demande de revenir à la première question, là, une des questions que je vous ai posées, juste pour réfléchir à, selon vous, est-ce que des livres décodables comme ça, c'est monotone, puis c'est trop simple pour l'enfant, puis ça ne le stimulera pas? OK? Ce n'est pas une question à laquelle j'exige que vous me répondiez, là, parce que je vais vous donner la réponse maintenant. Si on pense que oui, c'est parce qu'on pense avec notre cerveau d'adulte, puis on pense que les élèves partagent notre idée de ce que c'est un livre monotone. C'est monotone pour toi, oui. C'est monotone pour moi. C'est monotone pour l'élève de 8e année, même s'il a des difficultés à décoder. Mais pour l'élève qui est en train de développer ses premières connaissances, c'est hyper trippant pour lui de voir des mots qu'il a lus, puis que ça va avec la petite image qui est là.
reconnaître des mots fréquents. Puis c'est avec ça qu'on va travailler la précision puis la fluidité ou la fluence. Puis on fait quoi avec les livres gradués maintenant qu'eux autres aussi, là, they've gotten a pretty bad rap. Hein? Les livres n'ont jamais été le problème. Le matériel qu'il y a dans vos salles de classe, même s'il est organisé en ordre alphabétique puis qu'il ne vous propose pas de progression, c'est pas ça le problème. Si vous connaissez le code et vous savez comment vous en servir, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Les livres gradués, la difficulté qu'on a, c'est quand on a des livres gradués qui ont été traduits de l'anglais. Puis ça, j'en vois beaucoup. Puis la raison pour ça, c'est que je ne peux pas prendre une phrase en anglais puis la traduire en français puis garder le même niveau de complexité. Puis souvent, en français, on utilise dans les publications, autant dans les journaux, on va utiliser un niveau de langue qui n'est vraiment pas familier. OK? Donc, I am painting en anglais, ça se traduit par je peins en français, mais je ne connais personne qui dit je peins. Ils disent tous je peinture. Puis quand l'enseignant dit, ben c'est correct, s'il dit je peinture, je lui donne son point parce que, tu sais, il a compris le sens. Puis moi, je lui dis, ben si tu lui donnes son point, tu sais qu'il n'a pas décodé, il a regardé l'image. Pour moi, il n'a pas lu. Donc, il faut savoir départager ça. Donc, Escalire, c'est une des séries de livres gradués créés en français pour laquelle c'est important pour l'enseignant de savoir qu'on a des corpus ou du matériel qui est classé du plus simple au plus complexe, mais dans lesquels la langue, elle est abordée de manière plus simple dans les livres du début qu'en fin de livre. Il y a, le ratio de texte à image, il est plus rapproché dans les livres de niveau A à G. Quand on arrive dans les livres de niveau N, O, on a une image sur peut-être 2 pages. On a beaucoup plus de texte sur la page. Donc, pour que moi, je puisse contrôler ce à quoi je vais exposer mes élèves, oui, ça me sert. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen de dire « Ah, il est rendu à un niveau A? » Tu sais, même entre le niveau A et le niveau B, si je dis « Bon, ben là, les phrases sont un petit peu plus longues », bien, ça, c'est une mesure quantitative, mais je peux te montrer des phrases courtes, comme je viens de faire, qui sont plus complexes que des phrases longues. Donc, on ne peut pas prendre ces éléments-là en soi pour dire « L'élève est rendu à un niveau B ». Je sais que le ministère fait ça, puis je sais que les écoles font ça parce que c'est ça qu'on vous a dit de faire, mais ça, ce n'est pas appuyé par la science, puis ça ne nous donne pas de renseignements sur la vraie réussite de l'élève. Mais le taux de réussite au niveau des mots lus, puis l'analyse que vous faites sur les types de mots, ça, c'est riche. OK? Donc, on travaille à changer ça, là, mais c'est sûr que ce n'est pas rapide. Quand on veut utiliser les livres gradués, il faut savoir qu'ils peuvent nous servir s'ils ont été créés dans la langue destinée à l'enseignement, s'ils nous fournissent des données qui ont été étalonnées sur une population démographique semblable. Donc, qu'on ne prenne pas des normes pour les anglophones sur des mots anglais, puis qu'on attribue ça à nos francophones en milieu minoritaire, langue seconde, avec des mots qui sont peut-être moins usuels ou des phrases qui sont peut-être plus complexes. Puis, vous pouvez utiliser ces livres-là dans un OK? L'étude qu'on a menée, c'était justement sur les livres Escalire. Donc, on a des livres pour lesquels on a des fiches d'évaluation. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Donc, ces livres-là ne permettent pas à eux seuls de mesurer le rendement en lecture des élèves à partir des niveaux de classement, le niveau alphabétique, numérique, code de couleur, peu importe, surtout quand ça n'a pas été étalonné sur votre population ou dont la grille d'évaluation comptabilise des scores sans exiger une analyse des erreurs, porte sur la lecture des livres qui n'ont pas été créés dans la langue d'enseignement, ne tient pas compte des éléments qui sont démontrés comme fidèles à mesurer la réussite par la science, ne comprend aucune description ou attente de réussite étalonnée sur une population semblable entre les niveaux, puis qu'elle ne tient pas compte du rendement attendu dans votre contexte. Quand on a demandé au ministère, là, dans leur niveau de 1 à 18, on a dit, ben, comment vous avez décidé que c'était niveau 1 à 6 en première, puis 7 à 12 en deuxième, puis 13 à 18 en troisième? Ils ont dit, ben, on a pris 18 niveaux, puis on les a divisés par 3. Et si vous venez de savoir qu'en deuxième année, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, pas juste au niveau de la langue, qui sont en train de s'installer dans l'esprit de l'élève, on peut comprendre à quel point peut-être qu'on va naviguer à travers moins de niveaux cette année-là. Peut-être qu'on en a fait plus au début ou moins s'ils n'ont pas été étalonnés comme il faut ou si c'est en première année, l'élève n'est pas prêt parce qu'on n'a pas couvert tous les éléments du code. Puis rendu en troisième année, tout d'un coup, ils font plein de niveaux. On va dire « Wow, le progrès! »
Mais quand tu fais un wow, le progrès, parce que l'élève a sauté de 4 niveaux en une seule séance, c'est que la distinction entre les niveaux est vraiment floue, n'est pas claire, donc ça ne mesure pas ce qu'on pense que ça mesure. OK? Si on veut attribuer les niveaux alphabétiques à des niveaux scolaires, il faut les tester, ces niveaux-là. Puis ça n'a même pas été fait en anglais. OK? Donc, est-ce que ça existe des bons ou des mauvais livres? Allons voir. Donc, dès la naissance, on utilise des livres jeunesse. L'image des livres jeunesse devrait apprendre. Jusqu'à la fin des temps. Moi, des fois, je m'assois avec The Paperback Princess parce que j'aime ça. Ou Je t'aimerai toujours. OK? Il n'y a pas d'âge pour ça. Si j'ajoute des textes décodables ou déchiffrables, je commence à utiliser ça à partir du moment où j'enseigne le code de manière explicite puis que le livre correspond à ce que j'essaie d'enseigner. Une fois que l'élève a maîtrisé le code, il peut tout à fait continuer à utiliser les livres décodables s'il choisit d'y aller parce que là, ça lui donne le sentiment de succès. Mais éventuellement, on veut aller vers des livres qui sont peut-être gradués au niveau de la complexité parce que, par exemple, dans la série Escalire, on est capable d'évoquer différents thèmes puis différents sujets de discussion, mais en contrôlant la complexité linguistique. OK? Donc, les livres, les images sont inversées, mais tes livres, oh non, c'est pas vrai, c'est des livres gradués. Les livres gradués, à partir du moment où l'élève maîtrise 75% des correspondances graphophonimiques du livre, OK? Jusqu'à temps que j'ai atteint mon objectif pédagogique, ça peut servir. OK? Donc, c'est l'utilisation qu'on en fait à partir de mon objectif pédagogique avec un enseignement avec intention qui donne au livre sa pertinence et non une étiquette que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc, tous les livres peuvent servir comme tout le matériel dans votre classe. OK? Si vous voulez écouter, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est à peu près 1 heure. C'est un webinaire que Alexandre Mador et moi, on a donné l'année dernière sur démystifier la complexité en lecture. Puis on parle de différents types de livres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On vous donne des ressources pédagogiques aussi, mais je vous les donne également, les ressources à la fin de toutes les diapos. Puis vous allez les recevoir très prochainement là, quand ça sera partagé avec vous. Donc, l'évaluation du rendement en lecture. En ce moment, dans les écoles de langue française, c'est GB+. Je ne sais pas si dans vos contextes, c'est GB+, ou je lis ou quoi que ce soit, OK? Mais n'importe quelle fiche qui renvoie au 3 Queuing System, ça n'a jamais eu pour objectif de mesurer le rendement de l'élève sur le code. C'était pas voulu, mais ça les encourage à deviner. Bon, depuis le rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne, on sait que c'est une pratique à éviter. Donc, dans le cadre de l'étude qu'on a fait pas au printemps, ça a duré 2 ans, on a créé un formulaire d'évaluation à la lumière des indicateurs dans la science qui étaient identifiés comme fidèles à mesurer la réussite de l'élève. OK? Donc, parce que l'ancienne grille, elle favorisait la devinette des mots, on ignorait les lettres, on regardait les images, puis ça décourageait le décodage, puis ça ne favorisait pas l'automatisation des correspondances lettres-son. OK? Je ne lis pas, vous pouvez le lire, c'est la récapitulation d'une étude qui a été faite, ou de plusieurs études qui ont été faites sur les livres gradués en anglais. Donc, même en anglais, ça fait longtemps qu'on sait que les niveaux de correspondance, les niveaux alphabétiques, ça ne correspond pas à des niveaux scolaires, même si on s'amuse à dire l'enfant est rendu à un niveau 7. Vous pouvez le dire tant que vous voulez. Weighing the pig does not make it fatter. OK? Donc, la grille d'évaluation doit comprendre le texte, une façon de transcrire les erreurs. On ne transcrit pas tout le texte. OK? Une façon d'analyser les erreurs. Si on vous dit qu'on n'a pas le droit de compter l'autocorrection de l'élève, c'est faux. On veut peut-être le noter qu'il a fait une autocorrection, mais si c'est autocorrigé sans stimuler, sans que je l'ai stimulé, il a lu correctement. Mais s'il fait ça trop souvent dans le livre, peut-être que là, oui, effectivement, je dois lui trouver un livre qui est davantage à son niveau. Si on veut s'amuser à aller chercher des données puis des formules, à l'aide des colonnes qu'on a, c'est facile d'y arriver. Donc, if you want data, you can get data. Puis ça, c'est des données qui représentent juste le taux de réussite. On n'a pas encore analysé, mais ça prend la colonne où on analyse le type d'erreur. Ça prend des questions sur le rappel du texte. Ça prend un exercice de restitution, comme l'élève, il va raconter l'histoire. Et puis,
ça me prend une façon de qualifier la lecture. C'est une lecture saccadée. Est-ce qu'il a sauté des mots? Est-ce qu'il a sauté des lignes? Est-ce qu'il a oublié des pages? Quelqu'un qui saute une ligne mais qui ne revient pas pour vérifier sa compréhension, ça me dit qu'il a probablement pas compris les mots, même s'il les a décodés correctement. OK? J'ai besoin de... puis ici, ça se fait à l'extérieur d'avec l'élève. C'est toi, puis tu n'as pas à cocher toutes les boîtes. Tu coches celles qui sont pertinentes. Donc, à la gauche, c'est toujours une force, puis à la droite, c'est toujours comme la faiblesse qui miroite la force. Donc, tu sais, est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? Est-ce qu'il utilise le vocabulaire du texte quand il m'a rapporté l'histoire? Ou est-ce que finalement, c'est une restitution narrative incomplète, c'est une histoire inventée, il met des éléments qui n'étaient pas présents dans le texte? OK? Dans l'affluence, oui, je veux quand même cocher, est-ce que c'était relativement fluide? Est-ce qu'il y avait, c'était saccadé? Il y avait des hésitations ou pas? Je peux noter le temps de lecture, mais dans l'esprit de me dire, est-ce que le temps a nui à la compréhension? C'est toujours la question à laquelle on veut répondre. OK? Donc, en cochant ça, j'ai vraiment un portrait global de l'élève. Mais si je coche tout ça, puis je ne me pose pas de questions sur le matériel, il me manque une partie du portrait. Donc, si vous considérez, par exemple, les séries de mots que je vous ai mis à la gauche, bon, le mot « papa » peut seulement être lu « papa » en français. OK? Papa, papa. OK? Ça, c'est peut-être pas français, mais voilà. Mais si je demande à un élève de l'écrire, il y a plusieurs possibilités. Puis c'est la même chose lorsqu'on a des morphèmes qui peuvent s'entendre, comme le ENT, mais qui peuvent ne pas s'entendre en fonction de la phrase. Ou si on n'a pas encore enseigné les lettres finales muettes, l'élève va peut-être le lire ou oraliser des lettres muettes. Mais quand il va l'écrire, là, ce ne sont pas toutes des orthographes correctes, mais dans l'esprit de l'élève qui apprend, il ne fait pas encore la distinction entre ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Il est en apprentissage. Donc, il faut considérer, vu de la perspective de l'enfant, est-ce que ce mot-là contient plusieurs perspectives, plusieurs façons d'être orthographié? Et moins l'élève en sait, moins il y a de possibilités de l'écrire différemment. Mais plus il apprend, plus les possibilités sont variées. Puis ça, c'est doublement vrai ou triplement vrai si on parle d'autres langues qui se ressemblent, parce qu'on va être sujette au doute orthographique. Donc, les 2 prochaines diapos portent sur reconnaître les types d'erreurs en lecture pour savoir, est-ce que je dois travailler le code? Est-ce que je dois travailler les correspondances graphophoniques? Est-ce que l'élève a besoin d'être plus exposé au vocabulaire dans les textes parce que c'est sa connaissance de la langue orale qui le porte à faire des erreurs ou à omettre des mots? Ou est-ce que vraiment il a besoin de s'exercer davantage? Donc, je pourrais peut-être retourner à des livres décodables pour qu'il apprenne à se fier à ce qu'il voit et non à deviner ou des fois à faire des substitutions de mots qui pourraient aller là. Puis des fois, ça respecte le sens, mais c'était quand même pas le mot qu'il a lu. OK? Dans un exercice où on analyse les livres qu'on a dans notre collection, dans notre salle de classe, où on tente de qualifier le rendement en lecture de l'élève, si ça prenait une journée ou deux, là, parce que généralement, je fais des formations d'une journée ou deux, si on peut se le permettre, on peut se mettre la main à la pâte, puis vous pouvez apporter vos propres livres, et puis on en parle, et puis on fait des résolutions de problèmes pour vous amener à devenir confiant, à identifier les types d'erreurs en lecture. Parce que je sais que c'est peut-être une différente façon de fonctionner que ce à quoi vous êtes exposé. Puis on fait la même chose en écriture, parce que très tôt, on veut rattacher l'écrit. C'est pas vrai qu'en maths jardin, il faut faire juste de l'oral, puis que l'élève n'a jamais besoin d'écrire. L'enfant est en train de dessiner, puis faire des lettres, puis faire semblant de faire des listes bien avant d'arriver à l'école. Mais on a tellement dit que ça se passait juste à l'oral, puis juste par le jeu, qu'on a comme arrêté de les faire écrire. Puis là, rendu en première, deuxième, on s'interroge parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils écrivent. Donc, le travail de former des lettres, dès qu'on a des bonnes connaissances phonologiques bien installées, on est rendu dans la conscience phonémique, on peut voir la lettre, on peut dire le nom ou le son, puis on va aussi s'amuser à la tracer au départ. Puis même là, il y a des étapes à suivre. On peut tracer directement sur la lettre, on peut copier la lettre à côté, on peut copier une lettre du tableau sur notre page, on peut regarder une page, la retourner, puis copier
la lettre ou la petite syllabe en arrière. Puis ça va travailler différents éléments qui vont interagir pour former des scripteurs efficaces et compétents. OK? Si vous voulez en savoir plus, je vous donne des liens vers des articles que j'ai écrits, soit sur le droit de lire, le rapport du droit de lire, ou que faire avec mes livres gradués. Je vous donne aussi un genre de un flowchart, un organigramme qui vous dit, bien, comment je fais pour évaluer les collections de livres que j'ai dans ma salle de classe pour pister la réussite de l'élève, puis mesurer son progrès. Puis, si vous voulez savoir davantage ce qui se passe, bon, je pense que je veux départager mon écran. Il y a 2 diapos, mais j'arrête pour l'instant. Si vous voulez savoir strictement quoi faire avec les livres faciles à lire, les livres une syllabe à la fois, il y a 3 choses à faire. On doit considérer, faire l'analyse du code. Donc, il existe des logiciels qui permettent de taper le livre, puis de faire ressortir toutes les correspondances graphophonémiques qui sont présentes. Donc, comme enseignante, je regarde et je dis, OK, il y a un G muet là-dedans, mettons le mot point, je ne sais pas là, OK? Mais sur tous les mots, il est là seulement une fois. Donc, peut-être que moi, je peux le biffer, puis je peux mettre un autre mot à la place avec une petite gommette, un petit post-it. Je peux manipuler mes livres, là. Ça ne veut pas dire que quand tu as trop de correspondance graphophonémique, que vous arrêtez d'utiliser ces outils-là. Ça veut juste dire, si tu t'en sers, ne t'attends pas à ce que l'élève puisse identifier correctement les mots qui contiennent des correspondances pour lesquelles il n'a pas encore les compétences. Ça n'a pas été enseigné. OK? Donc, ça, c'est une première analyse. L'autre analyse qu'on fait, c'est au niveau du vocabulaire. Est-ce qu'il y a des mots que je dois expliquer d'avance? Donc, ce n'est pas nécessaire d'éliminer des mots du livre. Mais s'il y en a trop dans le livre, si le livre contient plus de 2 % de mots que l'élève ne connaît pas, il ne pourra pas ou il risque de ne pas comprendre le mot lorsqu'il va lire le livre seul. Ensuite, parce que je sais que dans la pratique, surtout rendu en première année, deuxième année, on veut beaucoup là, avoir une intention pédagogique qui part d'un livre qu'on a lu, d'un message qu'on a compris. On travaille là, la prédiction, puis tout ça, puis les livres une syllabe à la fois, là, je vous assure, là, ils sont hyper fantastiques. Facile à lire aussi, mais sont de base, un peu plus simples. Mais même dans les progressions que ces deux-là ont suivies, vous devez être conscient de ce que vous avez enseigné parce que ce n'est pas vrai que toutes les progressions s'alignent, même s'il y en a, ne sont pas nécessairement fausses ou bonnes. Il faut savoir au niveau de la transparence, du son, puis de la lettre, que ça devrait être présenté au début pour éventuellement s'en aller vers les correspondances plus complexes. Quand j'ai fait cette analyse-là, puis que j'ai aussi analysé les mots, puis que j'ai identifié qu'avant de présenter ce livre-là, je dois parler de ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Je dois dire à l'élève qu'il va rencontrer peut-être des mots qu'il n'a jamais vus, parce que les noms des personnages dans une syllabe à la fois, ce n'est pas des mots usuels. Donc, ça nous donne l'occasion de les exercer à lire des mots inconnus, des pseudo-mots, mais d'appliquer des règles qu'ils ont entendues. OK? Ensuite, on peut prendre ces listes de mots-là par livre. On peut tester le taux de réussite en orthographe pour plusieurs des mots. Puis la seule raison qu'on fait ça, c'est pour que l'enseignante puisse voir que dans les 50 mots de ce livre-là, je les place dans l'ordre décroissant de réussite au niveau de l'orthographe. Puis bien sûr, celui qui a un taux de réussite de 3 % ne devrait pas figurer dans un exercice à l'écrit pour l'élève. Mais celui qui a un taux de réussite de 80 ou 90 %, vas-y puis intègre-le à une petite dictée. Donc, les dictées, la planification de ce que vous faites avec ça, elle compte aussi. Puis, j'ai évoqué ça un petit peu plus tôt. La dictée, il y a différentes façons d'y arriver. Ce n'est pas juste madame qui va dicter des phrases ou des mots. Il y a différentes façons de concevoir une dictée pour placer l'élève au centre de la réussite, puis pour s'assurer qu'on ne lui demande pas de faire des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. Parce que si on fait ça, ben non seulement est-ce qu'on est en train de mesurer le cochon avec des mauvais indicateurs, mais on va être en train de sous-estimer ses habiletés. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, si vous insistez à utiliser un livre parce qu'il y a une valeur pédagogique, puis vous avez vraiment besoin de faire lire ce livre-là aux élèves, puis que vous avez éliminé, pas éliminé de la lecture de l'élève, mais éliminé de votre total les erreurs qui portent sur des mots qu'il ne pouvait pas lire, vous êtes déjà plus près d'évaluer son rendement
de manière à représenter fidèlement ses habiletés. Donc, j'espère que ça vous a, même si c'était un survol très rapide, j'espère que ça vous a donné un peu plus de contrôle sur la manière dont vous allez utiliser les livres. Je vous assure, on pourrait en parler pendant une journée, puis faire une journée de pratico-pratique, puis vous seriez vraiment, vraiment outillé pour bien organiser bien planifier votre pédagogie, votre objectif d'enseignement serait clair, puis les élèves seraient engagés parce qu'on ne serait pas tout le temps en train de leur demander de faire des choses, disons, au-delà de leur capacité. Puis à l'intérieur de ces journées-là, généralement, on s'attarde toujours à une petite partie ou une assez grande partie, dépendant des groupes, où on va parler de qu'est-ce qu'on fait avec l'élève qui maîtrise la langue moins. Comment je fais pour différencier? Bien, c'est sûr qu'on peut prendre différents livres pour différents élèves. C'est déjà un début, mais ça suscite beaucoup, beaucoup de réflexions chez les enseignants. Puis, ça devrait être ainsi. Parce que quand on vous a donné des grilles, par exemple comme dans GB+, puis qu'on se contente avec cocher, 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 voilà, il n'y a presque pas d'interprétation qui est faite. C'est sous-estimer vos habiletés comme enseignant aussi. Parce que vous devriez pouvoir interpréter les erreurs de l'élève. Puis si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, ce n'est pas ça ne vous appartient pas, ça aurait dû faire partie de votre formation. Mais comme ça ne l'a pas fait, c'est un problème qui est résolu facilement en faisant un exercice là, comme ce que je proposais de faire avec des livres de différents types où je peux vous accompagner à faire des analyses sur ces types de livres-là, si ça vous intéresse. Donc, j'espère que ça a correspondu à votre attente, à vos attentes, puis que vous allez avoir un bon dîner pour décharger un petit peu votre esprit cognitif de tout ce que vous venez d'entendre, puis de peut-être, oublier ma voix un petit peu, puis qu'en après-midi, vous allez vous retrouver pour pouvoir, je pense que vous avez un après-midi, si c'est partout en Ontario, là, vous avez un après-midi collectif où vous êtes en train de faire des activités très soutenues là, à l'intérieur de votre conseil. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci bien. C'est plus que tu peux l'entendre, mais merci bien. Et on va prendre une pause. Ben, on va prendre notre dîner bientôt. À quelle heure? Oui, 11h30. Et voilà. Alors, merci bien encore, comme je ne sais pas quoi dire, mais on va se parler, Michel, plus tard, juste pour discuter un peu, là, mais oui, merci. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous placez en moi, puis j'accueille toutes les suggestions, puis tous les commentaires. Il n'y a pas de mauvais commentaires, même s'il y en a qui peuvent les percevoir de manière négative. Je n'ai aucune façon d'améliorer ou de changer du contenu si les gens ne me donnent pas de feedback. Donc, je l'accueille volontiers. Vous pouvez le faire de manière anonyme aussi, puis Carla peut, ou Michel peut me les envoyer. Là. Est-ce qu'il y a des questions en parlant de questions? Je sais que je ne vous ai pas donné beaucoup de temps pour des questions, mais moi, je suis disponible sans empiéter sur votre temps de dîner. S'il y a des questions qui brûlent pour lesquelles vous ne voulez pas attendre de les découvrir dans le groupe Facebook. OK. OK. Mais encore, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on veut dire la prière pour dîner? Ou... Ben, OK. Alors, juste avant qu'on vous laisse, on va dire la prière pour dîner, d'accord? On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu pour la nourriture que nous allons prendre et tout le rassemblement de tous nos collègues aujourd'hui. Bon dîner, c'est tout. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Michel. OK, on se parle plus tard. Superbe, j'attends tes nouvelles. OK, je te laisse.